Un chiffre terrifiant, suivi d'un autre qui défie toute logique. Les experts annonçaient un effondrement total, mais 8 mois plus tard, les courbes racontent l'inverse. Comment expliquer qu'un capitaine de 36 ans, Ibrahim Traoré, puisse retourner les règles de l'économie mondiale en une seule saison? Peut-être assistons-nous à la naissance d'un précédent que personne n'osait imaginer. Dès l'instant où Ibrahim Traoré a signé le décret de nationalisation, une certitude s'est imposée. Le pays entrait dans une zone de turbulence extrême. Les agences de notation prévoyaient un abîme financier, les marchés criaient au suicide économique et chaque capitale occidentale se préparait à assister à une lente agonie. Pourtant, derrière ce risque colossal se cachait une promesse claire. Si le pari tenait, le Burkina Faso pourrait enfin reprendre la maîtrise de son or et transformer cette ressource en levier national. Le bénéfice potentiel est immense. Garantir la souveraineté économique, une sécurité budgétaire renforcée et la possibilité de bâtir des infrastructures visibles pour chaque citoyen. Mais l'enjeu va plus loin. C'est l'image même de l'Afrique qui est en jeu, sa capacité à dire non aux règles imposées depuis des décennies. Et c'est là que naît la question brûlante. Le pari audacieux d'un homme peut-il suffire à réécrire le destin d'une nation entière? 8 mois seulement se sont écoulés et les chiffres claquent comme une gifle. Plus 8,5% de croissance annuelle, alors que les analystes prédisaient un effondrement à 2 chiffres. Dans le même temps, la société d'État nouvellement créée engrange plus de 3 milliards de francs CFA chaque semaine, un rythme que personne n'avait osé anticiper. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut dérouler la chaîne de causalité depuis les premières fissures du modèle ancien. Pendant plus de 60 ans, le Burkina Faso a vu son or quitter le territoire sans presque rien en retour. Près de 45 millions d'onces extraites par des firmes étrangères, des redevances parfois limitées à 3% et des villages abandonnés aux poussières toxiques. La richesse d'un peuple s'évaporait vers Paris, Toronto ou Londres pendant que les enfants nageaient encore dans des bassins empoisonnés. À la veille du coup d'État de 2022, la disproportion atteignait l'absurde. Les revenus tirés du métal précieux suffisaient à peine à payer la garde présidentielle, pas davantage. Chaque convoi blindé transportait des milliards en lingots, sous le regard de citoyens survivants avec 2 $ par jour. Cette réalité, vécue dans le silence, s'était banalisée comme une fatalité. Puis survint le basculement. Le jeune capitaine, devenu président, Ibrahim Traoré, a inversé la logique. Au lieu du rituel habituel, discours enflammé suivi de compromis en coulisses, il imposa un changement frontal. Geler tous les permis, forcer la rédaction d'un nouveau code minier en 90 jours et exiger que l'État détienne désormais jusqu'à 30% de chaque projet. C'était brutal, inattendu et pour les investisseurs, impensable. Le paradoxe est clair, ce qui devait conduire à la ruine est en train de servir de tremplin. La rupture avec l'ancien ordre a ouvert un champ d'expérimentation inédit, où chaque cause, confiscation, réforme, relance, produit déjà des effets visibles. Pour mesurer l'onde de choc, il faut regarder ceux qui ont porté la première mise en œuvre. Derrière les discours d'Ibrahim Traoré, une équipe de ministres et de technocrates s'est retrouvée propulsée au cœur d'une mission presque impossible, bâtir en urgence une entreprise minière nationale. Le premier cas, celui de Sopamib, illustre la vitesse d'exécution. Créée ex nihilo, dotée de 250 milliards de francs CFA de capital initial, la société a acquis en quelques semaines les mines les plus stratégiques du pays. En 60 jours, 2 puits fermés furent rouverts, 4200 ouvriers rappelés et une raffinerie flambant neuve mise en activité. Pour les familles de ces travailleurs, le retour au salaire régulier signifiait nourriture assurée et scolarité payée. Deuxième cas, la réaction des communautés proches des sites. À Yako, l'ouverture de nouvelles classes, financées par le Fonds national minier, a immédiatement allégé la pression sur les écoles saturées. Pour la première fois, certains parents voyaient leurs enfants rentrer sans toux persistante, les mines ayant adopté des normes plus strictes de sécurité. Ces impacts précoces ne sont pas des miracles isolés, mais des signaux que le récit national pouvait s'inverser. Dans les rues de Bobo-Dioulasso, un soudeur raconte avoir triplé son revenu en travaillant désormais pour l'entreprise publique plutôt que pour un sous-traitant étranger. Ces exemples, modestes mais concrets, posent une question simple. Si les premiers résultats se traduisent déjà dans la vie quotidienne, jusqu'où ce modèle peut-il aller? Le pari commence à toucher le peuple. Le 15 mars 2025, tout bascule. Un décret tombe, tous les permis miniers gelés. Silence abasourdi dans les capitales occidentales. Les téléphones des ambassades chauffent, mais la décision est irrévocable.
Traoré réunit son équipe. Délai 90 jours. Écrire un nouveau code minier. 3 mois pour réinventer 60 ans de règles. Chaque soir, des juristes et ingénieurs s'entassent dans des salles éclairées au néon. Le rythme est militaire, sans pause. Le 1er juillet, le texte est publié. Choc immédiat. Participation gratuite de l'État, 15 à 30 % dans chaque projet. Redevance triplée. Permis raccourci à 15 ans. Obligation de raffiner l'or à l'intérieur du pays dès 2026. Les investisseurs crient au vol. Les multinationales menacent de procès. Endeavour Mining proteste bruyamment. Son joyau, la mine de Wagnion, est expropriée. Réponse de l'État, des soldats entrent sur le site, invoquent la sécurité nationale. Menace d'arbitrage international. Le gouvernement publie des photos d'exécutifs d'Endeavour montant dans un jet privé russe. Le signal est clair, pas de recul. En coulisses, la nouvelle société Sopamib agit vite. Achat de Wagnion pour 40 millions de dollars, alors que l'évaluation parlait de 120. Licence de Seapobungo révoquée pour non-conformité environnementale. 3 blocs d'exploration saisis au sud de Bobo-Dioulasso. Coût total, 90 millions. Une somme dérisoire pour un secteur clé. 60 jours plus tard, 2 mines rouvertes, 4200 travailleurs rappelés. Flux d'or envoyé vers la raffinerie de Koudou, flambant neuve. Timing parfait. Le prix mondial de l'or grimpe de 2420 à 2580 $ l'once. Chaque hausse de 10 $ ajoute 14 millions de CFA par jour au Trésor. Les chiffres se succèdent. En 2024, 560 milliards de francs CFA de recettes. En 6 mois seulement de 2025, 820 milliards déjà encaissés. Les réserves de change bondissent de 1,1 à 1,9 milliard. Inflation divisée par 2 de 12 % à 6 %. Sur le terrain, route rurale construite. 1200 km en quelques mois, 78 nouvelles salles de classe, 3 mini-réseaux solaires allumés. À Kaya, une conductrice de camion gagne assez pour payer les études de ses frères. À Bobo, un soudeur achète enfin une maison. Les critiques persistent. Artisans privés dénoncent la surveillance militaire accrue. Chefs de village réclament des cliniques promises. Mais l'élan est là. Dans les rues, impatience plus que colère. À l'international, tension vive. Ottawa dénonce puis signe discrètement 30 millions d'aides. La France retire ses troupes de Camboinsin, mais Total investit 400 millions dans le solaire. La Russie envoie des géologues. La Chine installe la fibre optique autour des mines. Chaque étape, brutale. Chaque tournant, irréversible. Ibrahim Traoré ne négocie pas, il tranche. Ce qui semblait chaos devient méthode. Le récit est lancé, la chronologie implacable. Le doute persiste. Jusqu'où cette accélération peut-elle tenir? En un an, la trajectoire est des spectaculaires. Des caisses presque vides à une manne qui déborde. Baseline Delta. Premier chiffre, 560 milliards de francs CFA. C'était la totalité des recettes minières de l'État en 2024. Une somme fragile, avalée par la dette et l'inflation galopante. Les ministères géraient à peine leur salaire, sans marge d'investissement. Aujourd'hui, deuxième chiffre, 820 milliards de francs CFA en 6 mois seulement. Sous la houlette de Sopamib, l'État a encaissé plus que l'intégralité de l'année précédente. La différence n'est pas marginale, elle est systémique. En rythme annuel, la contribution du secteur bondit de 5 % à 22 % du budget national. Ce n'est pas une variation, c'est une mutation. Troisième chiffre, réserve de change de 1,1 à 1,9 milliard de dollars. En 6 semaines, le matelas financier du pays a presque doublé. Ce coussin équivaut désormais à 9 mois d'importations essentielles, un niveau de sécurité inédit. Pour une économie sahélienne exposée aux chocs externes, c'est un bouclier vital. Ces deltas ne sont pas abstraits. Ils irriguent directement la vie quotidienne. L'inflation, qui frappait à 12 % en mars, a été ramenée sous la barre des 6 %. Cette chute, financée par la subvention alimentaire, se traduit par des prix stables sur les marchés. Des familles entières retrouvent un pouvoir d'achat perdu depuis des années. Les routes illustrent encore l'ampleur du changement. 1200 km construits en quelques mois, reliant des villages isolés aux centres économiques. Derrière ce chiffre se cachent des commerçants qui accèdent enfin à des marchés plus vastes. L'éducation bénéficie aussi, 78 nouvelles salles de classe. Pour les élèves de Yako, c'est la fin des cours surchargés. Une amélioration tangible, visible chaque matin à la sonnerie de l'école. Et l'électricité. 3 mini-réseaux solaires installés. À Kongoussi, pour la première fois, les boutiques restent ouvertes après minuit.
L'impact dépasse les statistiques. Il change le rythme de la vie locale. Tout cela compose une équation simple mais puissante. L'or reste le même, mais la redistribution change tout. Ibrahim Traoré a transformé des colonnes de chiffres en instruments de souveraineté. Les données prouvent que la rupture n'est pas illusion, mais réalité mesurable. Les sceptiques ne manquent pas. Deux arguments reviennent sans cesse, formulés parfois avec brutalité. Premier argument, l'armée ne sait pas gérer des mines. Pour les critiques, confier un secteur aussi complexe à des officiers et fonctionnaires sans expérience équivaut à conduire un avion de ligne sans pilote. La chimie du cyanure, la gestion des coûts, la maintenance des raffineries, autant de domaines qui exigent un savoir-faire rare. L'échec paraît inévitable. Deuxième argument, la nationalisation chassera les investisseurs. Dans cette version, la fuite des capitaux serait automatique. Les sociétés étrangères, humiliées par les expropriations, ne reviendraient jamais. Le pays se retrouverait isolé, incapable d'accéder aux technologies et aux financements mondiaux. Face à ces thèses, les faits racontent une autre histoire. Sopamib a rappelé près des 2/3 des ingénieurs expatriés qu'elle avait d'abord écartés. Non pas par contrainte, mais en offrant 20% d'augmentation et la liberté de garder leur profil professionnel visible. Résultat, une expertise technique conservée, une continuité de savoir préservée. Quant aux investisseurs, ils n'ont pas disparu. La Russie détient 49% de la raffinerie de Koudiou, garantissant pièces de rechange et ingénierie. La Chine déploie la fibre optique autour des sites. Le Canada, après avoir dénoncé l'expropriation, a discrètement validé un programme d'aide de 30 millions de dollars. Même Total, symbole français, a signé un contrat solaire de 400 millions. La fuite généralisée annoncée ne s'est pas produite. L'argument du chaos managérial se heurte donc à des chiffres précis. Mines rouvertes, 4200 emplois restaurés, recettes doublées. L'argument de l'isolement se brise sur la réalité des accords conclus. La critique mérite d'être entendue, mais les premiers résultats démontrent une adaptation pragmatique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement brisé des contrats, il a su recomposer un équilibre inédit entre souveraineté et coopération. Le doute reste légitime, mais les preuves pèsent déjà plus lourd. Tout change en un seul instant. Au milieu du récit, une révélation se dessine. Le projet n'est plus seulement économique, il devient politique et symbolique. Un mot circule désormais dans les cercles miniers, prime sahélienne. Les investisseurs l'emploient pour désigner ce supplément de rendement exigé face au risque grandissant de nationalisation en cascade. Ce qui semblait être une exception burkinabé se transforme en tendance régionale. Au Mali, le gouvernement a fixé décembre comme date limite pour renégocier tous ses contrats aurifères. Au Nigeria, une délégation militaire a débarqué à Ouagadougou pour s'inspirer du modèle. Même au Ghana, réputé stable, les murmures montent. Et si le vent du Nord annonçait un nouvel équilibre, ici se situe le point charnière. La décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme un geste isolé. Elle devient contagion, créant une onde de choc qui dépasse les frontières. Le Burkina Faso n'est plus un cas particulier, mais un laboratoire observé de Bamako à Abuja. Cette césure change la lecture. L'enjeu n'est plus seulement de savoir si le pays survivra, mais si toute la région est prête à suivre. Le pari local devient contagion régionale. Citoyens ordinaires. Pour les familles burkinabés, la bascule se traduit en gestes simples. Akaya, Awa, conductrice de camion, double son salaire et garde ses 2 frères à l'école. À Bobo-Dioulasso, un soudeur achète enfin une maison grâce à un revenu triplé sous Sopamib. L'inflation divisée par 2 se ressent sur les marchés. Le prix du maïs et du riz n'étrangle plus les ménages. Pour la première fois, l'or du sous-sol nourrit réellement ceux qui vivent au-dessus. Entreprises locales. Les petits entrepreneurs profitent au profit de contrats que les sous-traitants étrangers monopolisaient. Ateliers de mécanique, transporteurs, fournisseurs de matériel. La demande explose. En 2 mois, 4200 emplois formels ont été recréés et les salaires suivent une courbe ascendante. Mais la discipline est rude. Les contrôles militaires autour des mines freinent l'économie informelle. Certains artisans dénoncent une surveillance étouffante. Le bénéfice collectif ne gomme pas toutes les frustrations. État et finances publiques. Les comptes nationaux changent d'échelle. Le secteur minier, qui représentait à peine 5% du budget, atteint désormais 22%. Les réserves de change grimpent de 1,1 à 1,9 milliard en 6 semaines.
L'État subventionne l'alimentation, construit 1200 km de routes et 78 salles de classe. 3 mini-réseaux solaires éclairent désormais des villages entiers. Mais la question reste ouverte. Peut-on gérer cette manne sans retomber dans les pièges de la corruption et du clientélisme? Région et monde. Le séisme dépasse les frontières. Au Mali, les autorités annoncent la renégociation des contrats d'ici décembre. Le Nigeria envoie une délégation technique. Au Ghana, pourtant modèle de stabilité, les investisseurs entendent les rumeurs et recalculent leurs marges. Dans les couloirs des banques à Londres, un nouveau mot circule, prime sahélienne. Les Occidentaux protestent en façade, mais continuent de signer des accords énergétiques. La Russie et la Chine occupent l'espace laissé vacant, géologues et câbles optiques en main. Au total, 4 niveaux d'impact se superposent. Individuel, entrepreneurial, étatique, régional. Tous liés par une dynamique inattendue. Ce qui devait être effondrement devient propulsion. Ibrahim Traoré n'a pas seulement redessiné l'économie nationale, il a ouvert une brèche dans l'ordre régional. Scénario de base. Le Burkina Faso poursuit sur sa lancée. Les mines nationalisées produisent régulièrement, les recettes couvrent 20% du budget national. Les prix de l'or se maintiennent autour de 2500 à 2700 $ l'once, assurant des revenus stables. Les infrastructures se multiplient, mais lentement. Routes, écoles, mini-réseaux solaires. Le pays s'installe dans un cycle de croissance prudente, encore fragile mais durable à court terme. Scénario optimiste. Le prix mondial de l'or reste élevé, au-dessus de 2800 $. Sopamib consolide ses opérations, attire des ingénieurs expatriés et diversifie ses partenaires. La souveraineté économique s'accompagne d'investissements étrangers dans l'agro-industrie et les énergies renouvelables. Le fonds souverain, prévu pour 2026, est lancé plus tôt. Le Burkina Faso devient vitrine d'un modèle africain, inspirant Mali, Nigeria et Ghana. L'audace d'Ibrahim Traoré s'impose comme un cas d'école dans les universités d'économie. Scénario pessimiste. Le marché de l'or plonge brutalement sous 2200 $ l'once. Les revenus chutent, l'État peine à financer les subventions alimentaires. La dépendance énergétique au diesel importé écrase les marges des raffineries. Les groupes djihadistes multiplient les attaques, fragilisant les convois et renchérissant les coûts de sécurité. La corruption, malgré les audits, ressurgit dans la distribution des contrats. Le modèle, célébré quelques mois plus tôt, s'essouffle et menace d'imploser. Recommandations de lecture. Aucun scénario n'est assuré. La clé n'est pas de parier aveuglément sur l'or, mais de transformer cette rente temporaire en levier diversifié. Agriculture, énergie solaire, formation d'ingénieurs locaux. Si l'or finance la transition, la rupture devient révolution. Si l'or reste seul, la victoire se dissout. Dans les 12 mois qui viennent, tout se jouera dans cet équilibre. Stabiliser sans se reposer, investir sans gaspiller, planifier sans retomber dans la dépendance. Le futur n'est pas écrit, il doit être construit. Pour un citoyen burkinabé, cette histoire n'est pas un récit abstrait. Elle prend la forme d'un sac de riz moins cher au marché, d'un trajet plus court sur une route neuve, d'une ampoule qui reste allumée après minuit grâce à un mini-réseau solaire. L'impact est tangible, quotidien, visible jusque dans les détails les plus simples. Pour un spectateur africain, elle incarne un miroir. L'idée qu'un État peut briser le cercle de la dépendance résonne à Bamako, Niamey ou Accra. Si Ibrahim Traoré ose dire non et que l'économie non seulement survit mais progresse, alors pourquoi pas ailleurs? L'exemple devient contagieux, nourrissant débat et espoir. Pour un observateur étranger, enfin, cette trajectoire bouscule les certitudes. Les graphiques de banques d'affaires ne suffisent plus à expliquer le Sahel. Le terrain impose une lecture plus fine, où les voix locales comptent autant que les chiffres mondiaux. À chacun de ces niveaux, une invitation se dessine. Pour le citoyen, demander des comptes sur l'usage de la manne. Pour l'Africain, comparer, débattre, exiger mieux dans son propre pays. Pour l'étranger, comprendre avant de juger, écouter avant de prédire. Suggestion, et si chacun à son échelle transformait cette histoire en levier d'action concrète. Première étape, stabiliser la gouvernance. Le gouvernement doit maintenir la transparence déjà amorcée. Contrats publiés en ligne, audits trimestriels indépendants. Sans cette discipline, la manne se dissoudrait dans les réseaux de clientélisme. Deuxième étape, sécuriser l'approvisionnement énergétique. Aujourd'hui, 60% de l'électricité provient encore du diesel importé.
La construction du parc solaire de 100 millilitres près de Kongoussi doit devenir priorité absolue, sous peine de voir les marges minières fondre au moindre choc pétrolier. Troisième étape, diversifier les revenus. Le fonds souverain, prévu en 2026, doit capter 15% des dividendes. Sa mission, financer l'agro-industrie, l'assemblage de panneaux solaires et les formations techniques. Objectif, transformer l'or en emploi durable hors du secteur extractif. Quatrième étape, former la prochaine génération. 1000 étudiants ingénieurs envoyés chaque année à l'étranger, pris en charge par l'État. Une mesure coûteuse, mais essentielle pour bâtir une expertise nationale. Les savoirs rapatriés sont l'assurance vie du projet. Cinquième étape, consolider la sécurité. Les patrouilles autour des sites protègent les ressources, mais elles doivent s'accompagner de solutions sociales. Sans service public dans les villages, la défiance renaît. Investir dans les cliniques promises est aussi stratégique que protéger les convois. Chacune de ces étapes n'est pas facultative. Ensemble, elles tracent une ligne d'horizon claire, passer du choc initial à une architecture durable. Ibrahim Traoré a ouvert la voie. Désormais, c'est l'exécution méthodique qui décidera du succès. La rupture gagne du sens seulement si elle s'inscrit dans la durée. Au début de ce parcours, nous avons croisé un soudeur de Bobo Dioulasso et une conductrice de Kaya. Leurs histoires semblaient modestes, presque anecdotiques, mais elles cristallisent ce que signifient vraiment des milliards de francs CFA, des vies qui basculent, des rêves qui prennent forme. Ce rappel n'est pas anodin. Dans le tumulte des chiffres, des pourcentages et des contrats, ce sont ces visages qui donnent sens au projet. Ibrahim Traoré, en nationalisant l'or, n'a pas seulement signé un décret. Il a réintroduit une logique de dignité, où les ressources ne sont plus abstractions financières, mais outils de transformation humaine. Bien sûr, les défis s'accumulent. Le prix mondial de l'or peut plonger, les insurgés peuvent frapper, la corruption peut ressurgir. Mais dans le souvenir de ces travailleurs qui rentrent avec un salaire triplé ou de ces enfants qui étudient dans des classes moins surchargées, on comprend que l'enjeu dépasse la conjoncture. La force d'un pays ne se mesure pas seulement à ses réserves, mais à sa capacité à transformer un métal en avenir. L'or devient espoir si la volonté reste ferme. Ce récit n'est pas clos. Il continue de s'écrire jour après jour dans les villages, les ateliers, les salles de classe et les mines du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a lancé un pari audacieux, transformer l'or en route, en école, en espoir. Mais ce pari ne peut réussir que si chacun garde les yeux ouverts et la parole vivante. Ici, votre rôle compte. En partageant, en débattant, en questionnant, vous faites partie de cette vigilance collective qui empêche toute dérive. L'avenir d'un pays ne se construit pas dans le silence, mais dans l'échange. Alors, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui, dans cette expérience, vous inspire le plus? Est-ce la souveraineté retrouvée, les routes qui relient les villages, ou le simple fait qu'un salaire triple change une vie? Selon vous, jusqu'où cette transformation peut-elle aller?